Nous enchaînons, comme c'est déjà annoncé, avec la session FAP, un débat autour de l'optimisation de la distribution des médicaments anticancéreux vers une gestion rationnelle. Le débat sera animé par Dr Mezaour et ses invités. Je rappelle juste que la communication qui était prévue avant ce débat, justement, n'est pas annulée, mais juste déplacée. La communication qui sera dispensée par professeur Kerboua est intitulée « La place de l'hormonothérapie dans la prise en charge du cancer du sein et le rôle du pharmacien de l'officine ». La communication aura lieu à 16 h, donc au terme de ce débat. Docteur Mezaour, je vous laisse la parole. Merci. Je veux remercier à mon tour le CIFAL de nous offrir cette opportunité qu'il offre à chaque année pour la Fédération algérienne de pharmacie de présenter une catégorie d'exercice de la pharmacie, en l'occurrence la catégorie distributeur. Alors je suis heureux donc d'animer ce panel de discussion composé du directeur général de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, Dr Delleh, ici présent, et également le président de l'ATFA, l'association des distributeurs, Dr Chemlal Ma'amar, ici parmi nous. Et on essaiera on sera peut-être rejoint par professeur Mansouri El Hadia, qui est la directrice de l'enregistrement au ministère de la Santé, et professeur Achouri Yassine, qui est pharmacien hospitalier exerçant au CHU Parnay et également membre de la Fédération algérienne de pharmacie. Alors sans plus attendre, le but de ce débat, c'est de discuter de l'optimisation de la distribution des médicaments anticancéreux vers une gestion rationnelle. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, il y a eu beaucoup d'innovations dans la cancérologie, dans les traitements pour les patients atteints de cancer. La distribution, du moins pour le moment, est exclusivement réservée à la pharmacie centrale des hôpitaux. Mais il y a débat, on l'a vu ce matin, on l'a vu tout à l'heure, par rapport à cette distribution au niveau des officines et les rendre plus accessibles, toujours dans le principe de l'accessibilité de ces thérapies aux patients et au plus grand nombre. Mais avant d'y venir, on va faire un petit état des lieux et dire quels sont aujourd'hui pour vous les principaux obstacles à une distribution fluide et efficace de ces médicaments sur tout le territoire. Et quel est pour vous, j'allais dire, les points cruciaux sur lesquels on pourrait agir pour améliorer sa distribution? Vous voulez prendre la parole? Oui. Merci de me donner la parole et de m'avoir permis d'être parmi vous aujourd'hui à ce débat relatif à la mise sur le marché des produits d'oncologie, qui soient cytotoxiques ou bien au niveau hormonaux. Donc simplement pour revoir ce qui existe dans la nomenclature algérienne en matière de médicaments dédiés à l'oncologie. Donc il y a des produits hospitaliers, strictement hospitaliers, et au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux, donc la liste de tout ce qui est à la disposition des oncologues, et il n'y a pas que les oncologues, puisque toutes les disciplines traitent le cancer. Donc la pédiatrie traite le cancer, la gynéco traite le cancer, la médecine interne et tout le monde. Donc il y a toutes les spécialités qui prennent en charge ce type de pathologie. Donc pour revenir simplement à ce qu'il y a dans l'arsenal thérapeutique en ce moment, donc il y a tous les produits qui sont enregistrés au niveau de la nomenclature nationale, et il y a tout ce qui est commercialisé par la PCH. Donc la PCH détient une liste commerciale qui est composée de produits enregistrés, donc ce qui est appelé communément la liste XB. Donc on retrouve ces différentes DCI au niveau de la nomenclature nationale, mais par rapport à une spécificité qui est accordée à la PCH, c'est que aussi elle a des produits qui ne sont pas enregistrés et qui sont autorisés à être importés et commercialisés par la pharmacie centrale des hôpitaux par un arrêté. Donc c'est ce qui constitue la liste commerciale de la PCH. Donc là, si nous débordons légèrement au niveau des structures hospitalières, donc c'est la liste que détient PCH et qui importe et qui commercialise. Mais par contre, si on va vers le volet sur le côté marché de ville, le marché de ville ne peut
commercialiser ou ne peut dispenser que les produits enregistrés. Donc ça, c'est un point important. Donc il n'y a que les produits enregistrés qui doivent être mis à la disposition. Maintenant, c'est vrai que le débat sur la dispensation de ces produits au niveau des pharmacies ne date pas d'aujourd'hui. Il date au niveau de la demande, elle remonte à plus d'une dizaine d'années, où la demande a été faite pour que au niveau des officines, certaines DCI de forme sèche, comme ce qui se passe de par le monde, peuvent se trouver au niveau des... Donc actuellement, il y a un groupe de travail qui est en train d'être mis en place pour relancer cette approche de cette dispensation de ces produits d'oncologie ou d'hormonothérapie qui n'ont pas besoin d'une assistance médicale. C'est-à-dire, si le produit a besoin d'une assistance médicale, il ne peut pas être mis en officine. Donc voilà, simplement pour voir. Donc on va puiser dans les DCI qui sont déjà enregistrés. Je pense qu'on est à peu près dans une vingtaine de produits, et tout en excluant tout ce qui est adjuvant. Donc c'est simplement il y a quelques traitements d'hormonothérapie qui sont déjà sur le marché. Donc sans trop prendre la parole, je vais donner la parole à notre ami qui est l'association des distributeurs pour nous donner aussi leur avis et son avis sur ça. Je vous remercie. Docteur Chemlel, il fonctionne. Il fonctionne. Bonjour à tous. On remercie la FAP de nous avoir donné cette occasion de s'exprimer sur le dossier des anticancéreux en officine. Comme l'a dit monsieur le directeur général de l'AMPP, c'est un sujet qui a été lancé depuis des années. Avant tout, pour l'intérêt du malade, certainement, vous connaissez tous des malades qui se déplacent pour des centaines de kilomètres pour récupérer une boîte de comprimés, alors qu'on pourrait faire mieux en lui dispensant son traitement à côté de son domicile. Dernièrement, il y a eu un groupe de travail qui a été désigné pour travailler sur le sujet. Déjà, il y a un problème de nomenclature à régler, donc il faut que les produits soient commercialisables en ville. Et j'espère qu'il n'y aurait pas beaucoup de résistance dans ce sens, parce que même si on évoque le côté financier de la chose, je pense qu'on peut gagner beaucoup de choses en commercialisant ces produits en ville. Quant à l'apport de la distribution, je pense actuellement en Algérie, on ne peut pas comparer la distribution qui se fait par la PCH avec la distribution en ville. On peut prendre un simple exemple, le vaccin antigrippal. On les libère aujourd'hui, demain il est sur tout le territoire national. On livre le produit, même il y a des régions où les livraisons quotidiennes, bi-quotidiennes et plus. Il y a pour des produits, quand il n'y a pas de problème de disponibilité, les pharmaciens achètent par rapport aux ordonnances qu'ils reçoivent. Si on fait la même chose pour les anticancéreux, ça va être une chose de bien pour tout le monde. C'est vrai, il y a le côté coût qui est évoqué à chaque fois, et certainement il va y avoir une résistance du côté de la CNAS, mais à mon avis, on fait des faux calculs, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver la bonne solution. La PCH, elle achète et elle a une marge derrière. Elle ne travaille pas sans marge. Donc il y a toujours une marge de distribution. Il y a une charge qui est assumée à la fin par l'État. Deuxième chose, pour la PCH, elle achète suite à un appel d'offres, en prenant le moins 10 ans. Le moins 10 ans, ce n'est pas obligatoirement le juste prix. Ce n'est pas obligatoirement le meilleur prix. Alors que pour la vente en ville, il y a un comité économique qui fixe le prix
et on peut vraiment, l'État peut avoir un prix intéressant. Il y a aussi un problème économique qui concerne la fabrication. Comme vous le savez, avec des unités d'oncologie qui sont en train de se mettre en place, si toutes ces unités, je pense une dizaine, attendent qu'elle aura un marché, je ne vois pas comment ils vont fonctionner. Un seul produit, une dizaine de concurrents, réellement, le marché. Les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire de la matière première qu'ils vont acheter? Des employés qu'ils vont recruter? Logiquement, ça va être, si le marché ne s'ouvre pas, ça va être une catastrophe, même pour l'industrie pharmaceutique. Actuellement, je pense que ça devient une urgence qu'une partie des anticancéreux qui peuvent être dispensés en ambulatoire, il n'y a pas d'obligation que la prise sera au niveau hospitalier, il n'y a pas d'obligation de surveillance stricte, que ces produits soient commercialisés en ville. La distribution, elle est là, elle peut, comme elle le fait pour toute la gamme des produits commercialisés, elle peut le faire en cancérologie. Et je pense, quel que soit, même s'il y a une petite augmentation des prix, c'est réellement la même chose qui se fait actuellement. Tout simplement, avec notre système économique, on ne compte pas les charges. Si on prend un hôpital qui va envoyer en ambulance depuis Ouergla à la PCH d'Alger pour prendre un produit, tout simplement, ces charges, on ne les compte pas. Mais si on les compte, on va trouver le même coût. L'État est en train de payer des charges, mais elle ne voit que la partie de l'iceberg qui est en haut. Il y a des charges réelles. L'hôpital va gagner en personnel. Il ne va pas recruter des gens pour dispenser des produits. Il ne va pas accueillir des malades. Des malades, comme j'ai dit au début, qui font certainement des centaines de kilomètres. Ils sont souvent accompagnés. Heureusement, il y a des associations qui les prennent en charge. Il y a peut-être des ruptures au niveau des hôpitaux. En étant dans le domaine, on voit parfois des situations vraiment catastrophiques. Je me rappelle d'un cas d'un patient, pour avoir son produit, je suis à Batna, donc au CAC de Batna, il n'y avait pas de produit. Il a cherché le produit, il l'a trouvé à Moustaghenem. Pour le récupérer, il fallait une décharge de l'hôpital. La pharmacienne a refusé. Pour elle, si on récupère le produit, on doit envoyer l'ambulance de l'hôpital. Sinon, elle ne signe pas de la décharge. Et le malade est là, il attend. Le produit il existe dans un autre hôpital, mais il n'y a pas moyen de le ramener. Des choses qui ne pourront jamais arriver si ces produits étaient commercialisés. Les grossistes se déplacent et livrent même une seule boîte. Donc on mesure bien avec vous l'intérêt que ces produits auraient à être en ville et à être dispensés au niveau des officines. Juste pour récapituler, donc on a la fameuse nomenclature nationale qui représente tous les médicaments enregistrés, mais ils ont un statut, donc soit hospitalier, soit ville. Il faut savoir que pour un certain nombre de molécules qui servent à traiter les patients atteints de cancer, ils ont ce double statut, hôpital-ville. Donc ils ouvrent droit, de fait, à être présents en officine. Actuellement, on va dire le frein qui les empêche, c'est effectivement l'accessibilité de ces traitements parce qu'ils sont à coût élevé, donc les patients ne pourront pas les récupérer sur leurs frais. Donc, et on a par ailleurs, c'est vrai, la fameuse liste XEB, qui est une liste de produits non enregistrés, mais autorisés à l'importation par la PCH, la pharmacie centrale des hôpitaux, qui, elle, les acquiert et donc les distribue aux établissements publics de santé. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que ces produits soient accessibles au plus grand nombre et réduire donc forcément les désagréments qu'ont les patients pour les acquérir. Donc, c'est une dépense qui est faite par les pouvoirs publics. C'est une dépense qui existe à l'hôpital. Qu'est-ce qui empêche que cette dépense, au lieu qu'elle soit au niveau de l'hôpital, elle se fasse au niveau de la ville, puisque c'est une dépense, quelle que soit. Donc, qu'est-ce qui, pour vous, actuellement, est le véritable frein à cette accessibilité? Vous avez une réponse? Donc, par rapport à ces produits qui devraient être dispensés au niveau des officines, c'est des produits surtout de
forme sèche. Oral. Donc il y a une étape. C'est-à-dire que les oncologues ou les spécialistes, donc c'est des utilisateurs, doivent arrêter une liste qui, eux, jugent qu'elle peut être dispensée au niveau des officines et qui ne présente aucun risque de prise par rapport aux malades. Il faut savoir que c'est des malades déjà qui présentent une maladie très lourde, qui sont affaiblis, et c'est des produits qui sont cytotoxiques. Il faudrait que ceux qui les ont pris en charge peuvent assurer que ces produits-là, quand ils sont dispensés au niveau des hôpitaux, ne présentent pas un risque au niveau, puisqu'il n'y a pas d'assistance médicale dessus, d'une part. Donc il y a une liste qui doit être établie, donc il y a un groupe de travail qui est en train de travailler dessus. Il ne peut se faire que par les spécialistes d'une part. D'autre part, il faudrait que ces produits-là, qui ont des décisions d'enregistrement qui sont spécialement hospitaliers, passent vers une extension d'indication vers l'officine. Donc il y a une deuxième étape, c'est de permettre à ce que ces produits dont les décisions d'enregistrement sont exclusivement hospitalières deviennent hospitalières et en officine. Donc il y a un travail en amont qui doit se faire. Et il faudrait arrêter cette liste. Qu'est-ce qui peut et qu'est-ce qui ne peut pas être sur le marché. Donc je pense que c'est un groupe de travail des gens, les prescripteurs, les gens de métier dans les différentes disciplines, chacun en ce qui le concerne. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'adulte, il y a l'enfant, il y a tout. Ce n'est pas, c'est pas aussi d'une part. D'autre part, maintenant, au niveau des coûts, les maladies cancéreuses, c'est des maladies chroniques. Donc, ils sont pris en charge totalement par l'État. Donc, au niveau de leur enveloppe financière, elle est à l'hôpital, ou bien elle est à la PCH, ou elle est quelque part, mais l'enveloppe, elle est pour eux. Donc, même s'il est dispensé au niveau des officines, ça veut dire qu'ils ouvrent droit à cette gratuité de dispensation au niveau des hôpitaux. Maintenant, comment ça va se passer, qui doit payer qui, c'est pas un problème. Un mécanisme à trouver. Mécanisme. Maintenant, dès que le produit est enregistré, il faut savoir que le produit, quand il est enregistré, le prix est plafonné. Très bien. D'accord. Donc là, le comité économique va définir un prix c'est le prix qui est défini. Donc, c'est pas comme la XEB. Absolument. La XEB, c'est des produits qui ne sont pas enregistrés, donc ils n'ont pas de prix fixe. Par contre, il y a des produits qui sont enregistrés à la PCH qui ont un plafond. Ça veut dire que la PCH peut négocier vers le bas, mais en aucun cas elle peut au-delà. D'accord. Donc c'est des prix réglementés, administrés. Donc il y a cette étape-là à passer. Donc première étape, il faudrait que définir une liste de ces produits qui peuvent être dispensés et suivant les pathologies, parce qu'il y a des produits qui sont communs à plusieurs pathologies. D'accord. On peut le retrouver en rhumato, on peut le trouver dans plusieurs disciplines. Donc il y a ça. Et je pense que l'aspect de la dispensation ne pose pas de problème. Parce que c'est une maladie chronique, donc au niveau des officines, elle est prise en charge à 100%. Maintenant, il y a lieu de définir quels sont les produits qui peuvent être dispensés au niveau des dents, d'une part. Et deuxième étape, c'est de voir avec la NPP l'extension de ces produits-là vers le marché de ville. Et ça doit pouvoir se faire. Et je voulais insister sur un point, sur le point que vous citiez tout à l'heure. Par exemple, quand vous disiez que l'hôpital serait libéré de ces patients, tout à fait, je vous rejoins, parce que l'hôpital a vocation à cibler les thérapies innovantes. Donc il a vocation, au contraire, à se libérer de cette charge qui consiste à recevoir des patients qui font des trajets très grands, très importants, juste pour récupérer un traitement et repartir chez eux. Et le risque auquel on s'expose, c'est qu'il va y avoir un défaut d'observance des traitements. Parce qu'un patient va renoncer à venir, il va renoncer à faire ce déplacement.
parce qu'il imaginera toujours les effets indésirables en plus des inconvénients du déplacement. Il n'a peut-être pas les moyens de se déplacer. Donc ça rend le traitement qu'on lui a attribué, et on va perdre toute l'efficacité qu'on avait dépensée pour lui. Donc c'est une dépense qui sera perdue. Alors que si on améliore l'accessibilité en permettant d'avoir accès rapidement à ces thérapies, ça va donc non seulement libérer les budgets des hôpitaux qui seront plus axés à la dépense vers les traitements innovants, et en même temps ça sera tout l'intérêt du patient qui aura accès à ces thérapies à portée de main. Si vous avez un commentaire. Oui, justement, donc il y a deux étapes à franchir pour arriver à la commercialisation de ce produit. Il y a la partie nomenclature qu'a expliqué monsieur le directeur de l'ANPP, et il y a la partie remboursement de la CNAS. Donc si on arrive à dépasser ces deux étapes, je pense que tout le monde est gagnant. L'État est en train de dépenser un budget énorme pour la prise en charge des cancéreux. Et parce que le malade il habite loin, il a un problème, il peut rompre sa cure, et on revient à zéro. Je pense qu'il faut qu'il y ait un travail dans ce sens. C'est vrai, ça peut peut-être ne pas se faire rapidement, ou elle peut se faire avec une gamme limitée, sans risque, etc. Mais si cette brèche s'ouvre, je pense que c'est tout le monde qui est gagnant. Les dépenses de l'État, il va y avoir un résultat derrière. Le malade, il est bien pris en charge. L'hôpital, il est soulagé. La PCH aussi, elle peut se consacrer aux produits injectables, aux produits vraiment à usage hospitalier. Et les officinaux, les distributeurs, ils auront un gain de plus. Comme vous le savez, l'histoire des marges, qu'on évoque à chaque fois depuis, c'est des marges qui ont été fixées il y a presque 30 ans. Et avec l'inflation, peut-être si on fait un petit calcul, peut-être on est à 200% d'inflation. Alors que les marges sont les mêmes. Et les prix, si elles ne baissent pas, ils sont stables. Je voulais juste vous rappeler qu'il vous reste moins que 10 minutes. Il vous reste quelque chose comme 6 minutes. Donc si vous voulez ouvrir le débat, je pense que c'est le moment pour avoir des questions peut-être du public. Du public, oui. Donc je pense avec ce travail, tout le monde est gagnant, et c'est un sujet qui doit être abordé le plus rapidement possible. Alors si on a des questions du public. Oui, professeur Karboua. C'est un sujet qui lui tient à cœur, donc j'imagine bien qu'elle a un commentaire. J'ai pu suivre votre communication Hier, merci beaucoup. Donc d'abord, merci pour ce débat. Donc je suis professeur Esma Karboua, oncologue médical. Hier, c'était justement mon propos. Et puis j'ai mis toute la liste qui ne fait que s'allonger, hein, celle des thérapies ciblées orales, celle de l'hormonothérapie et celle de la chimiothérapie. Alors moi je ne comprends pas, puisque ça fait 10 ans qu'on en parle. Donc je ne comprends pas où ça bloque. Bon, j'ai une idée, mais bon, je vais vous dire, quand vous venez, je vous invite à voir au CPMC, donc là on a une aile dégagée pour les traitements oraux. Et franchement, le patient, il vient parfois une fois par quinzaine, une fois chaque 3 semaines, une fois chaque mois pour récupérer une boîte. C'est vrai qu'il y a la prescription. Maintenant, nous faisons de l'éducation thérapeutique sur place qui peut se faire en officine, entre guillemets. Et puis le patient, moi je vous dis, si vous parlez de coûts, il y a beaucoup de gaspillage. Hein, parce que s'il était en officine, il sera obligé de ramener les vides et on lui donne une autre boîte. Alors que chez nous, parfois, il n'y a pas d'observance. Donc, et puis, quand on lui dit « Est-ce que vous avez fini le traitement ?» Au départ, il dit oui, après, il vous sort une boîte. Donc, il faut mettre en place des thérapies ciblées de l'hormono et de la chimio en officine dans un cadre réglementé, avec il faut être rigoureux. Donc, il faut que le pharmacien d'officine qui est habilité, bien sûr, il a l'expertise c'est un professionnel de la santé. Il faut qu'il y ait de la formation, il faut sécuriser, il faut qu'il y ait une traçabilité. Vous avez évoqué le coût. Moi, je pense qu'au départ, ça va coûter cher, mais à long terme, les patients ne vont pas se déplacer, il y aura de l'observance, moins de gaspillage, et il y aura moins d'effets secondaires, et donc indirectement, il y aura moins de coûts. Un impact économique donc, positif. Moi, j'attends que ça. Hein. Par exemple, si on prend le cancer de la prostate,
L'hormonothérapie de nouvelle génération, elle est par voie orale. Faire déplacer un papy de 80 ans chaque mois pour le lui donner, non. À condition que ça soit fait dans un cadre réglementé et que l'ordonnance soit faite par l'oncologue en collaboration direct avec le pharmacien d'officine. Donc franchement, ça va résoudre beaucoup de problèmes. Merci. Un commentaire peut-être? Je pense que je rejoins ce que vous dites, madame. C'est que j'ai au début cité des étapes. La première étape, d'abord, il faudrait que les oncologues, et ce que nous avons demandé dans le groupe, c'est qu'ils arrêtent quand même. Qu'est-ce qui peut être dispensé au niveau des offices? C'est ça. Ils ont mis du temps pour le faire. Maintenant, au niveau réglementaire, puisque vous dites au niveau réglementaire, si c'est par rapport à la dispensation au niveau des hôpitaux, si la liste elle est faite au niveau de l'Agence nationale, nous faisons directement une extension. Il n'y a pas de souci. Donc là, il y a une étape préliminaire et importante à faire, c'est qu'est-ce qui peut être mis à la disposition de ces malades au niveau des officiers. À partir de là, je ne pense pas que c'est un problème de coût, je ne pense pas que c'est un problème de financement. Pourquoi? Parce que si c'est un problème de financement, les autres autorités, d'accord, ont mis en place quand même un fonds cancer. Le fonds cancer, c'est un financement qui est ajouté au budget de fonctionnement des hôpitaux et la prise en charge de ces. Donc il y a quand même un CAS qu'on appelle un compte d'affectation spéciale, qui est dédié spécialement au cancer, dans la prise en charge de la prévention ou autre. Donc je ne pense pas que quelque part c'est un problème de financement, parce que quel que soit X, le malade prend son médicament. Il y a un financement, on ne sait pas qui le paye, c'est au niveau des budgets alloués au niveau de la santé, qui sont au niveau des différentes structures sanitaires. Donc l'acquisition elle est faite. Nous avons abordé le problème de la dispensation des produits d'oncologie, mais il n'y a pas que ces produits-là. Il y a aussi le malade, il y a la prise en charge de la douleur aussi, qu'on oublie souvent parce que les gens n'ont pas peur du cancer, façon de le dire, mais ils ont plus peur de la douleur qui est engendrée par ce cancer, et surtout en phase finale où on ramène quelqu'un jusqu'à Alger pour le voir, est-ce qu'il est encore vivant ou pas, pour lui rajouter encore la dispensation qui est encore hebdomadaire. Donc il y a cet aspect-là aussi. Il ne faudrait pas que ce parent, il faut l'accompagner, parce qu'il y a les soins palliatifs aussi. Quand on est arrivé à un terme de la thérapie, mais il y a un accompagnement, il y a les soins palliatifs, il y a le traitement de la douleur qui doit être pris en charge aussi au niveau des officines et surtout que maintenant il y a une introduction on n'est plus à l'injectable, nous sommes maintenant au niveau des patchs, etc., où on n'est plus dans la semaine. C'est des patchs de 72 heures, etc. Et donc tout ça, c'est à revoir aussi. Donc quand on veut prendre le patient qui présente une pathologie aussi importante qu'un cancer, c'est le prendre dans tous ses volets, l'accompagner, etc. Voilà, Merci. Alors j'ai une question du président de l'ANFA, Dr Tabainet. Merci beaucoup, Dr Mizaour. Je remercie le panel pour cette excellente intervention. Par contre, je vous félicite, Dr Delih, pour la dernière partie de votre intervention. Si on commence par les soins palliatifs complémentaires et la gestion des conséquences des thérapies, c'est déjà pas mal. Déjà, même l'officine aujourd'hui a besoin d'enrichissement de la gamme qui prend les effets secondaires et les soins palliatifs, et même la gestion de la partie dermocosmétique, elle est un peu spécialisée et importante même pour la gestion d'un patient cancéreux. Maintenant, sur la question de transfert des thérapies, je pense que c'est une question organisationnelle avant qu'elle soit une question liée au financement. S'il y a des réseaux, ville, hôpital, où les pharmaciens même d'officine sont intégrés dans des sessions de concertation, même avec le médecin traitant, je pense que la question ne se pose même pas sur l'utilité de passer à l'officine, parce que l'objectif c'est de garder quand même un meilleur suivi et une observance maximale du traitement. Alors, la réglementation qui manque aujourd'hui, c'est le parcours de soins, ville, hôpital, dans un réseau
constituée où le pharmacien peut rencontrer le médecin traitant pour des mises à jour régulières. Sur la question de distribution, personne ne peut quand même ignorer l'apport important de la distribution algérienne. Les distributeurs qui peuvent pratiquement dispatcher un produit libéré en 24 heures, on peut trouver le produit à Tamnrast par exemple. Mais la vraie question qui touche le cœur du métier de la distribution, c'est la répartition. Et je pense que c'est la partie, si on parle de la fiabilité du projet, c'est parmi les contraintes ou bien les faiblesses. La répartition, elle est, je pense qu'elle a connu quand même quelques déviations les dernières années, où la distribution elle est devenue pratiquement verticale. Elle est liée à des considérations purement économiques de la relation officine et le distributeur. On trouve, et on connaît tous la réalité, surtout avec l'affectation importateur-distributeur ou bien le même producteur-distributeur, où le produit n'est pas réparti équitablement. Alors la répartition géographique des officines avec la compétitivité des distributeurs, elle n'est pas suffisante si le système de répartition n'est pas fiable, il n'est pas traqué, il n'est pas bien suivi. D'ailleurs, on a suivi ensemble les ruptures qui ont touché quelques produits destinés au traitement de sclérose en plaques ou bien les interférents, où avec une simple tension, on voit que le marché va se concentrer chez quelques distributeurs, quelques officines, et le patient va faire toute la recherche. Ça, la répartition, je pense que c'est le point qu'on doit mettre en avant de parler de la fiabilité de distribution. Effectivement, on a tout intérêt à ce que cette distribution soit équitable. Elle couvre toutes nos régions pour justement ne pas avoir... on ne s'est pas libéré d'un fardeau pour s'en mettre un autre goulot d'étranglement. Je pense que le temps qui nous est imparti est épuisé. Ah, il nous reste 3 minutes. Alors, on pourra conclure. Donc, je vais donner donc la parole aux deux intervenants pour conclure. Juste concernant la remarque de la fiabilité de la distribution, on peut évaluer la distribution par rapport aux produits disponibles, mais pas par rapport à un produit en rupture. Donc s'il y a un problème de quantité, le distributeur il ne peut pas inventer des boîtes supplémentaires à donner au pharmacien. Donc il faut qu'il y ait déjà le produit il est disponible avec une quantité suffisante. C'est vrai, le secteur n'est pas parfait, mais je pense, j'ai donné l'exemple du vaccin, et il y en a beaucoup d'exemples dans ce sens, où le produit, quand il est disponible, il arrive au coin les plus éloignés des territoires. S'il y a un travail qui doit se faire, c'est essentiellement sur la disponibilité, sur les prévisions bien faites, parce que nous avons un problème. Les dernières années, il y avait surtout des calculs budgétaires. On veut réduire les dépenses en médicaments. C'est logique, c'est compréhensible, mais on doit faire attention pour éviter des ruptures. Si peut-être vous vous rappelez, Mohamed, à un certain moment, les années passées, on exigeait aux importateurs d'avoir un stock de 3 mois. C'était pour éviter qu'il y ait des ruptures. Mais maintenant, il n'y a plus cette exigence. Ici, on l'exige parfois aux fabricants, on l'exige en matière première. Mais avoir la matière première, ça ne veut pas dire qu'on a le produit qu'on peut vendre. C'est vrai, il y a un travail à faire. On travaille avec notre ministère pour l'assainissement du marché. Mais on peut dire, on ne peut pas être à 100%, mais un pourcentage intéressant en matière de performance de distribution. Si vous me permettez, je vous remercie pour cette précision. J'ajoute un paramètre très important que les thérapies destinées aux cancéreux, c'est des marchés niches. On ne parle pas de la grande consommation ou bien des thérapies qui seront consommées par la majorité de la population. Alors la localisation même des patients eux-mêmes joue un rôle très important dans la problématique de répartition. C'est clair, ce sera des marchés à commande. Donc je remercie les panélistes. Oui, mais toutes les pharmacies en Algérie, c'est une livre. Donc là où il y a le malade, le produit va arriver. Le grossiste ne va pas acheter le produit pour le garder chez lui. C'est pour le remettre au pharmacien demandeur. Logiquement, il n'y aura pas de problème dans ce sens. J'espère que les réformes dans ce sens vont rapidement aboutir.
pour faire bénéficier avant tout le malade qui souffre avec ses déplacements, malade déjà cancéreux, et on le fait déplacer des centaines de kilomètres pour avoir une boîte de comprimés. Merci beaucoup, docteur Merci Mzouar, beaucoup. et à Merci vos à invités. vous et au Merci, on plaisir. est vraiment pris par le temps.